Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les week-ends. Ce soir, nous allons compléter le dossier concernant les expériences de mort imminente ou, comme l'on dit dans le jargon des scientifiques qui s'intéressent au paranormal, les NDE. Jean Morzel, bonsoir. Bonsoir, Bénédicte. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois car vous venez de publier un livre où vous racontez votre expérience et votre vie après avoir vécu donc une NDE, une expérience de mort imminente. Et ce livre a pour titre « Tout commence après » avec comme sous-titre « Mes rencontres avec l'au-delà ». C'est aux éditions CLC. Il y a une préface de Jean-Jacques Charbonnier qui sera notre invité tout à l'heure, c'est votre ami également, hein? Absolument. Et une participation de Jocelyn Morisson que nous avons eu le plaisir de recevoir également de nombreuses fois dans cette émission. Il viendra nous rejoindre tout à l'heure aux alentours de 23h. Alors là, je m'adresse à vous qui nous écoutez. Si vous aussi vous avez vécu une expérience de mort imminente, eh bien, je vous invite à nous appeler pour en parler avec Jean Morzel qui pourra peut-être plus que moi trouver les mots pour vous rassurer et vous donner peut-être quelques éléments, quelques débuts de réponse. Vous pouvez nous appeler à partir de maintenant. Morad est au standard. Il vous attend au 0826 300 300, 0826 300 300 parce que Jean Morzel, j'imagine que c'est peut-être le plus dur la première fois d'en parler, non? Oui, pour une bonne et simple raison qu'on ne veut pas, enfin moi je parle pour moi bien entendu, on ne veut pas que les autres abîment l'expérience que vous venez de vivre. Personnellement, je me suis tué pendant 40 ans. Mon expérience est arrivée en 1949 et j'ai pu en parler que dans les années 90, d'une manière normale. C'est un poids lourd à porter, vous y pensiez, je veux dire, régulièrement J'y pensais tous les jours. C'était quelque chose, lorsque ça vous arrive, mais c'est fabuleux, c'est merveilleux. C'est difficilement même racontable. On peut raconter, si vous voulez, les faits qui se sont passés, dont on se souvient absolument. Mais si vous voulez, on ne peut pas raconter l'émotion que vous avez, le bonheur que vous avez. Et tout à l'heure, vous disiez un mot en disant que mon expérience, ou ce que je pouvais en dire, pouvait rassurer les gens qui ont vécu une NDE. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés. C'est les autres qu'il faut rassurer. C'est ceux qui n'ont pas vécu. Parce que ceux qui ont vécu une NDE, ils sont heureux comme tout. Et surtout, tous ceux qui ont vécu une NDE ont une faculté fabuleuse de se rendre compte que la mort n'est pas une fin et que c'est le début d'autre chose. Si vous voulez, la vie continue après la mort. Et ça, on en est certain, on est sûr, tous les gens qui ont vécu des NDE... Intimement persuadés. Totalement, oui, totalement persuadé. Si vous voulez, souvent je le dis lors de mes conférences, parce que j'en fais, avec le docteur Charbonnier d'ailleurs, qui doit m'écouter et que je salue, c'est, comment dirais-je, le fait de savoir que l'on va mourir tous est quelque chose d'acquis. Malheureusement, je ne connais pas... Dès la naissance, on s'inscrit dans la file d'attente. Et là, on est tous pareils à ce niveau-là. Mais... si vous voulez, la chose qui était inquiétante, c'est d'une part savoir comment est-ce qu'on va mourir, et la deuxième, quand allons-nous mourir. Nous allons en discuter ensemble durant ces 2 prochaines heures. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, évidemment intervenir dans cette émission. Vous êtes ici chez vous, dans les Aventuriers de l'étrange. Intervenir par le biais des SMS. Vous nous envoyez votre commentaire, vous rédigez votre question. Si vous voulez que je pose une question à Jean Morzel, vous envoyez le tout. Donc au 71 200, la procédure est simple. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez également, évidemment, vous le savez, intervenir en direct au 0826 300 300. Et enfin, dernière précision, si jamais vous voulez réécouter cette émission un petit peu plus tard, je vous invite à consulter le site internet qui s'intitule psiland.org, psiland.org, où là vous avez en ligne l'intégralité de toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le mois d'avril 2006. Donc vous voyez, on vous gâte, vous pouvez soit les écouter sur internet, soit les télécharger. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédicte sur Sud Radio. Jean Morzel, donc je vous reçois parce que vous avez écrit ce livre, Tout commence après, mes rencontres avec l'au-delà. C'est aux éditions CLC. Vous avez mis du temps quand même pour l'écrire.
ce livre? J'ai mis du temps pour le faire éditer, ça oui. Pour l'écrire, ça a été relativement plus simple, parce que, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui avaient vécu des expériences extraordinaires, que je cite d'ailleurs dans mon livre. On en parlera évidemment. Et je n'ai eu qu'à les transcrire, c'est tout. Oui. Et puis, si vous voulez, lorsque je me lance dans l'écriture, ce n'est pas tout le temps, mais à des moments, c'est le besoin d'écrire qui se fait sentir. Et ça aussi, c'est curieux, parce que je n'avais jamais écrit au préalable. Hein. Je suis à la retraite depuis quelques années, et puis un jour, j'ai eu envie d'écrire. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que avoir été poussé, si vous voulez, je vais vous dire une chose qui va être un peu surprenante, que j'ai été poussé par l'au-delà pour le raconter. Et si vous voulez, quand je commence à écrire, mon épouse, qui est à mes côtés, pourrait vous le dire, c'est le seul moment où je ne me préoccupe plus de l'heure, hein, où manger est tout à fait secondaire. Mais quand j'écris des pages qui tournent les unes après les autres. Mm-hmm. Et les 3/4 du temps, mon épouse est obligée de me relire, de corriger les fautes d'orthographe, bien entendu, mettre des accents, mettre des points, etc. Parce que c'est l'idée que je veux faire passer, et parce que cette idée est extrêmement importante. Si vous voulez, la chose la plus importante de tout ce que je peux raconter, c'est de faire dire à ces mots, à ces livres, que la mort n'est pas une fin. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement rassurant. Mm-hmm. D'avoir aussi le fait que c'est assez exceptionnel de notre époque, à notre jour, où on vous parle de la mort comme ça, sans arrêt. On ne peut pas dire que la mort est quelque chose de facile, bien entendu. Moi-même, je crains le moment où je vais passer de l'autre côté. Mais je sais où je vais. Et ça, c'est vraiment très réconfortant. Ah, ça, c'est inestimable, effectivement. Ah, c'est fabuleux parce que, si vous voulez, je sais que je vais rentrer à nouveau dans la lumière, cette lumière qui m'a entouré lors de mon expérience. Et ça, j'avoue que c'est un moment que j'attends, non pas avec impatience, mais avec intérêt. Oui, ça c'est pour le moins peu commun comme discours en ce qui concerne la mort. Alors, on va reprendre, parce que vous commencez même avec ça dans votre livre, évidemment, puisque c'est la base de ce qui vous a transformé, si j'ose dire. Ouais. Alors, il va y avoir plusieurs parties dans l'émission. D'abord, vous allez nous raconter ce que vous avez vécu avec vos mots, avec votre ressenti, évidemment. Ensuite, on fera un prolongement avec des témoignages que vous avez recueillis pour écrire ce livre. Et après, on s'intéressera à ce que ça peut, évidemment, et ce que ça déclenche comme transformation chez quelqu'un qui vit ce genre d'expérience. Et ça peut même aller jusqu'à déclencher des facultés paranormales tout à fait insoupçonnées avant que la personne ne vive, justement. Exact, parce que certains ont justement découvert qu'ils avaient des choses absolument extraordinaires maintenant, suite justement à ces NDE. Mais si vous voulez, le problème de la NDE, c'est surtout un problème relationnel, un problème. Vous voyez la vie totalement différente. Les valeurs, si vous voulez, que l'on a avant une NDE ne sont plus les mêmes après une NDE. La question de s'enrichir, la question de vouloir être une célébrité, la raison de gagner de l'argent, c'est absolument quelque chose de totalement inutile. On ne parle plus de la même chose. Oui. On parle simplement des autres, dans le sens que on est plus altruiste, plus tourné vers les autres. Ah oui, totalement. Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut être présent? Et j'avoue qu'une fois que j'ai écrit ce livre, je reçois des coups de téléphone de gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Lors des conférences que nous faisons avec Jean-Jacques, on se trouve souvent avec des personnes qui viennent vers vous ayant perdu un enfant, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Oui. La mère, en général, vient vers vous effondrée, etc. Et souvent, je m'insurge, je la bouscule même, à la limite, en lui disant, mais vous pleurez sur vous. Regardez-vous dans une glace, vous êtes effondré,
mais votre fils, il est heureux. Il est à vos côtés, ou votre fille, bien entendu. Et ça, c'est un fait dont je suis certain, parce que je pense que ceux qui meurent ne restent pas dans leur corps actuel, bien entendu. Mais ça laisse supposer des tas de choses. À ce moment-là, ça veut dire que les cimetières sont vides. Ah, ça, c'est une nouvelle qui va peut-être faire tressauter des quantités de gens qui vont l'écouter. Ouais. Et pourtant, si on pense que nous avons un esprit, et comme je vais peut-être vous le faire découvrir en racontant mon NDE, l'esprit est une chose et le corps en est une autre. L'esprit continue sa vie et le corps s'arrête. Alors s'il n'y a rien dans le corps, à part quelques vieux vêtements tout autour, c'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Jean Morzel, sais-tu quand même, enfin, c'est une question moi qui me fascine. C'est j'ai même essayé de vivre l'expérience comme ça intellectuellement, mais c'est quasiment impossible. Se dire comment est-ce que je vivrais si je n'ai pas peur de la mort. Et ça, vous le vivez depuis 1949. Oui. Alors c'est comment cette vie? Vous voyez, la chose la plus facile à dire, c'est que depuis que je n'ai plus peur de la mort, mais je vis 10 fois plus intensément. Car je profite de la vie d'une manière fabuleuse. Je suis heureux de vivre. Et chaque jour que je me lève, je remercie l'au-delà de cette faculté que j'ai eue de pouvoir revenir. Car pour moi, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de fabuleux. Mais je sais que j'ai un travail à faire ici-bas, que j'ai. Ah oui. Oui. Ça, il y a un boulot à faire. J'ai un boulot. Voilà, j'ai un job. J'ai un job nouveau depuis ce moment-là. Ouais. Et alors, je suis disponible. Voilà, je suis disponible aux autres en particulier. Ouais. Mais enfin. Oui. Jean Morzel, vous restez avec nous une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour justement que vous nous fassiez part de votre expérience et ensuite vous nous raconterez les expériences de ceux et celles que vous avez croisés et dont vous avez recueilli le témoignage dans ce livre qui est vraiment passionnant. Je vous rappelle son titre, Tout commence après, c'est aux éditions CLC. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Ce soir, nous explorons à nouveau, parce que c'est quand même un phénomène fascinant, le dossier des expériences de mort imminente, de NDE, Near Death Experience, comme disent les Américains, avec le témoignage de mon invité, Jean Morzel, qui est à mes côtés, et qui vient de publier un livre qui s'intitule Tout commence après, où évidemment, Jean, vous racontez votre expérience, et plusieurs autres expériences de témoins que vous avez collectées. C'est aux éditions CLC. Alors, nous sommes, Jean, je sais que vous l'avez raconté 3 millions de fois, ça fera 3 millions une. Mais il est absolument indispensable que vous nous racontiez ce que vous avez vécu. Vous étiez jeune, alors, 1949. Le alors, à mon avis, de trop. Mais enfin, c'est vrai, j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'en suis confus. Non, mais pas du tout. Pas du tout, c'est ça. Là, je ne compte pas, c'est l'envie que l'on a de vivre qui compte. Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes en 1949. Oui. Et là, vous êtes grièvement blessé. Voilà, j'ai reçu une balle dans la poitrine lors d'un exercice militaire. J'étais à Auch, enfin à côté d'Auch, à Pavie exactement. Et lors d'un exercice, on nous avait distribué 5 balles à blanc pour les bleus contre les rouges. On a crapahuté dans la montagne. Et puis on a tiré à droite à gauche et on est revenu. Et rentrant de cet exercice, on a reçu un ordre, former les vaisseaux. Former les faisceaux, un fusil droit, celui de droite dans le pontet qui entoure la détente, et celui de gauche, il a appuyé sur la détente. Et il restait une balle dans mon fusil. Et j'avais mon corps au-dessus du fusil, puisque je le tenais avec ma poitrine pour ne pas qu'il tombe. Et le coup est parti. Alors là, ça fait des dégâts énormes à l'intérieur.
tel que vous me voyez, j'ai que la moitié des fois, enfin, un seul poumon qui marche, le diaphragme déchiré, mais enfin ça c'est secondaire puisque je suis arrivé à mon âge Certes, dans cet état. Oui, j'ai même appris dernièrement en passant une radio de contrôle. Où j'ai vu le docteur qui cherchait là avec comment ça s'appelle ça, une échographie. Ouais. Et là il était là, il marmonnait entre ses dents, enfin, etc. J'étais de plus en plus inquiet. Je me suis dit je vais être transporté à l'hôpital dans la soirée. Et il me dit vous savez monsieur Modèle, j'ai quelque chose à vous dire. Je viens de me rendre compte que vous n'avez plus de vésicule. C'est la première fois que j'ai appris que je n'avais plus de vésicule. 50 ans plus tard. Mais enfin, voilà. Alors, toujours est-il que j'ai reçu cette balle, donc, et puis, j'ai été assommé sous le coup, hein. Je n'ai pas souffert. C'était pas une souffrance, c'était un étourdissement. J'ai été jeté par terre. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, j'ai fait un état des lieux. Autrement dit, j'ai prononcé mon acte de contrition. J'ai fait un Notre Père et un Je vous salue, étant très catholique et très chrétien à l'époque, ce qui pourra vous faire une question supplémentaire tout à l'heure. Et là, je me suis rendu compte que je ne crachais pas de sang, donc je me suis dit les poumons ne sont pas atteints, ce en quoi je me trompais. Ensuite de quoi le cœur battait, donc je me suis dit, je m'en sortirai. Et avec ce moral, je suis parti à l'hôpital d'Auch, à l'infirmerie d'abord du régiment. On voyait mon état, on m'a envoyé à l'hôpital d'Auch. L'hôpital d'Auch, voyant mon état, m'a envoyé à l'hôpital de Toulouse. Et je suis arrivé à l'hôpital Larrey. À l'hôpital Larrey, c'était le soir, vers 20h, quelque chose comme ça. Où, après diverses péripéties que je raconte dans mon livre, on m'a opéré. Et je me rappelle très nettement, maintenant que je vous parle, je le sens encore, le contact du masque que le chirurgien ou l'infirmière m'a mis sur la figure, pour m'endormir, ouais. Et un mélange d'éther et de chloroforme. Ça pue, hein? Ça pue, de telle sorte que encore, je ne peux pas supporter l'odeur de l'éther. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, enfin ça c'est un détail. Et je me suis endormi. Plutôt, je suis tombé dans un trou noir. Je suis tombé. Je sens encore le fait de tomber dans un trou noir. Et après un certain temps que je ne peux décrire et que je ne peux comptabiliser, je me suis retrouvé en haut d'une pièce où c'était une salle d'opération. Où on opérait un corps en bas, en dessous de moi. Moi, j'ai toujours été en haut et je regardais un corps qui n'était pas le mien, sous un drap que 2 chirurgiens et 3 infirmières opéraient. Ouais. Ensuite de quoi, si vous voulez, je me suis rendu compte, surpris de l'état où j'étais, mais sans la moindre inquiétude, sans la moindre... Pas d'angoisse, Absolument, aucune angoisse, surpris, étonné de là où j'étais. Voilà, c'était tout. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je suis là. Et puis j'ai eu envie de voir ce que faisait le chirurgien. C'était normal. Moi, en haut de la pièce, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Et à ce moment-là, tel un zoom instantané, je me suis retrouvé au moment où le chirurgien, avec son scalpel, faisait une incision dans la peau du patient. Et si vous voulez, à ce moment-là, je suis revenu en arrière, mais j'avais tout le détail même de la fibre du tissu qui recouvrait le malade. Et je suis revenu en haut, dans ma pièce principale, tout à fait en haut, et j'ai eu envie, à ce moment-là, de bouger. Et j'ai eu envie de descendre, je suis descendu. J'ai eu envie de monter, je suis remonté. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était ma pensée qui dirigeait tout ce que j'avais envie de faire. À ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais la capacité de regarder devant, derrière, en haut, en bas, de travers, de côté, en même temps. Tout en même temps, une vision globale en même temps. Je voyais à 360 degrés, absolument. Et alors... à ce moment-là, si vous voulez, comment dirais-je, j'ai changé au niveau
comment dirais-je, je n'ai jamais eu la moindre inquiétude. Mais il y a eu une évolution. J'étais heureux de cet état, curieux de pouvoir faire tout ce que je faisais. Jubilatoire, quelque chose. Oui, presque, oui, tout à fait. Oui, c'est exactement le mot. C'était jubilatoire de voir que j'avais ces possibilités, enfin, etc. Et à un moment donné, et voulant marcher à droite, à gauche, monter, descendre, à un moment donné, j'étais contre un mur. Et ce mur, si vous voulez, je m'y suis appuyé. Je pensais qu'il allait me résister. Oui. Mais il m'a pas résisté, j'ai traversé. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de fente, absolument pas, mais j'ai traversé la matière. Et en même temps que je vous en parle, je la vois, cette matière qui défile devant moi, les galets de Garonne, la brique de Toulouse, les petits micas, vous savez, qui brillent dans le béton, ou dans le mortier tout au moins. Et puis je suis sorti à l'extérieur. On sort toujours à l'extérieur d'ailleurs. Donc c'était le mur extérieur que vous avez fait, c'était le mur qui donnait dehors, quoi. Le mur qui donnait dehors. Ouais, Je me suis retrouvé dans un grand parc avec des arbres immenses et surtout il y avait un garage de vélos juste en dessous où il y avait 3 vélos. Et ensuite de quoi, j'ai retrouvé le Porsche par lequel on était rentré parce que je me rappelais le moment où on était entré dans l'hôpital. Et puis c'est tout. En voyant cela, je me suis dit, rentrons à nouveau. Je suis revenu à l'intérieur de la salle d'opération. En passant toujours à travers la paroi. En passant à travers la matière. Ouais. Et à 1m5, je suis rentré à nouveau dans la salle d'opération, à 1m50 environ de l'endroit où j'étais sorti. C'était pas le même endroit. Vraiment ça. Et à ce moment-là, je suis resté dans cette salle d'opération et j'ai eu une impression bizarre parce que je me suis rendu compte que tous les gens qui parlaient en dessous, le chirurgien, l'infirmier, enfin, etc. Vous étiez toujours comme flottant au-dessus d'eux, quoi. Oui, j'étais toujours dans un état curieux, mais... Est-ce que, juste une parenthèse, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question à un moment ou à un autre de savoir si vous aviez toujours un corps, si vous aviez des mains, si vous aviez des jambes? Je savais que j'étais entier. Je savais que j'avais tout mon corps, pas ce moment-là dont vous parlez. C'était avant, un petit peu. Ou alors là, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai, mon corps est-il là? Et mon corps était là, entièrement. Vous aviez toutes les sensations, toutes les sensations. Oui, absolument, toutes les sensations. Si vous voulez, les sensations, c'était pas exactement ça. Je n'avais pas de sensations, je n'avais pas chaud ni froid, mais j'avais des sentiments. Et là, comment dirais-je, j'étais heureux, je voulais faire des choses. Si vous voulez, c'était pas tactile, hein, c'était émotionnel. Voilà, mais l'émotion était toujours là. Ouais. Et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais une capacité bizarre, nouvelle, c'est que j'étais dans la pensée des gens. Autrement dit, lorsque le chirurgien, par exemple, demandait pas une clé de 12, mais demander un instrument à son assistante, j'entendais cela en écho. Je savais la formulation exacte de la phrase qui allait sortir de sa bouche. Autrement dit, j'étais dans la pensée des gens. Et ça, c'était extraordinaire, parce que à un moment donné, l'infirmière qui était devant moi, devant moi, est tombée dans les pommes, mais elle a eu une nausée, etc. Elle est tombée dans les pommes. Mais j'ai senti, si vous voulez, la nausée moi-même. C'est le seul moment un petit peu pénible que j'ai eu. Elle est tombée dans les pommes. Et la pensée du chirurgien celle-là, de toute façon, elle s'en sortira, c'est pas le moment, on n'a qu'à la pousser, et elle va continuer. J'étais dans la pensée des gens. C'était assez extraordinaire. À ce moment-là aussi, autre chose exceptionnelle, j'ai vu une plaque sous la table d'opération. Une plaque de 18 cm, arrondie, au bord, une plaque verte avec une inscription blanche, Armes et cycle de Saint-Étienne. Et un numéro en dessous, un numéro en dessous. Armes et cycle de Saint-Étienne. Armes et cycle de Saint-Étienne. Ah, je savais pas qu'ils fabriquaient des tables pour les blocs opératoires. Et je peux vous dire une chose, c'est que, puisque vous allez peut-être l'interviewer tout à l'heure, Jocelyn Morisson, qui est un fanat de tout ce qui est électronique, ordinateur et autres, a recherché dans le carnet des armes et cycles Saint-Étienne, il a retrouvé une table d'opération.
D'accord. Et il a retrouvé je ne sais pas si j'étais la même ou le même type. Enfin, il faisait à ce moment-là des. Et alors, cette plaque se situait où par rapport Elle était sous un linge. Je l'ai su par la suite qu'elle était sous un linge, mais moi je l'ai vue. Oui. Et elle était sur le côté de la table d'opération. Et elle était vissée, quoi. Elle était vissée sur la table d'opération. Oui, le numéro de série de la table, quoi, en quelque sorte. Voilà, exactement. En quelque sorte. Le numéro de série, il y avait un numéro, c'est vrai, mais je ne m'en rappelle pas. Alors de là, ensuite, mon voyage a continué à l'intérieur de cet hôpital, à savoir que j'ai eu envie de me promener. Pourquoi je ne sais pas trop. Enfin, curiosité aidant. Mais à ce moment-là, la salle d'opération était avec une porte vitrée. En verre. Oui. Et je l'ai traversé comme je traversais le mur. Et c'est la seule fois où j'ai eu l'impression, la sensation de connaître mon corps. J'ai eu l'impression qu'il s'étirait légèrement. C'est la seule fois où j'ai eu l'impression qu'il s'étirait. Enfin, en traversant le verre. Oui, en traversant le verre. Et puis je me suis promené dans l'hôpital. J'ai vu un dortoir, des malades, des salles diverses et un poste d'eau. Un poste d'eau qui était après des chambres des malades. Et ensuite de quoi, je suis revenu dans la salle où on opérait toujours ce bonhomme. Et ensuite de quoi, je suis passé au-dessus de lui. Et lorsque j'étais au-dessus de lui, je me suis senti pas aspiré, mais attiré vers un endroit que je ne connaissais pas. Et je suis arrivé au-dessus des pieds de l'individu. Je suis descendu légèrement, plus bas que la table, et je suis remonté dans un tunnel, c'est beaucoup dit, mais une espèce de conduit nuageux sur les côtés, et avec simplement un tissu, un voile bleuté, comme s'il était agité, vous savez, par le vent, en fait, très légèrement. Et je suis monté, et au fur et à mesure que je montais, c'était de plus en plus noir. Dans ce conduit. Conduit, je voyais un petit peu les bords, mais au fur et à mesure que je montais, il devenait de plus en plus noir. Et à ce moment-là, je suis sorti en haut du conduit. Le conduit s'est arrêté, le tunnel s'est arrêté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un espace d'une noirceur incroyable, très très noir. Et j'étais là, étonné, pas craintif du tout, mais étonné quand même. Je me dis, qu'est-ce que je fabrique là? Et à ce moment-là, au fond, au loin plutôt, pas au fond, ça signifie rien, mais enfin au loin, une lueur s'est annoncée. Lueur, vous savez, comme quelquefois en hiver, lorsque la nuit est bien noire et que le soleil va se lever, il y a cette lueur qui sort de la terre, si vous voulez, et cette lueur était de plus en plus grande, de plus en plus forte, et elle est venue vers moi. Et alors cette lueur s'est transformée en lumière. Et alors une lumière d'une puissance inouïe, beaucoup plus forte qu'un arc électrique, beaucoup plus forte qu'un flash de photographe. C'était 1000 fois plus grand. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle n'éblouissait pas. Vous pouviez la regarder en face. En face, tout à fait. Et au fur et à mesure que cette lumière arrivait vers moi, mais mon bonheur grandissait à chaque instant où la lumière arrivait dessus. Et alors cette lumière m'a entouré. Elle m'a entouré totalement, sauf à l'arrière où j'ai toujours eu une certaine liberté. Elle ne s'est pas refermée sur moi. Ouais. Ça a été la chose que j'ai le plus regretté dans ma vie, parce que j'entends d'autres expérienceurs, puisque c'est le terme des expérienceurs qu'on dit pour nous, en général, ils rentrent dans la lumière. Et moi, ça a été le grand regret de cette expérience. Je ne suis pas rentré dans la lumière. Pas totalement, du moins. Non, je ne suis pas rentré. Elle est restée tout autour de moi. Je ne suis pas rentré du tout. Ouais. Mais alors, si vous voulez, ce que je vais vous dire va vous paraître complètement farfelu, car cette lumière m'a parlé. Alors comment une lumière peut-elle parler? C'est ça le problème. C'était de la télépathie, bien sûr, c'était pas des mots. Mais cette lumière, comment dirais-je? Je vais vous dire encore une chose qui était assez extraordinaire, mais cette lumière m'aimait. J'avais un bonheur
à la voir autour de moi infinie. Et maintenant que je vous en parle, vous pouvez me voir sourire parce que je me revois cette lumière. Et c'était un moment fabuleux, c'était un moment merveilleux, un moment exceptionnel. C'est pour ça que j'ai moins peur de mourir. Je ne sais pas comment je vais mourir, mais le jour où je vais mourir, je vais la revoir, cette lumière. Et ça j'ai le temps de la revoir. C'est vrai parce que j'ai des choses à faire encore. Mais si vous voulez, les gens qui vont mourir verront cette lumière et rentreront eux aussi dans cette lumière. Ça, je suis persuadé. C'est votre intime conviction. Ah, ça. je suis sûr. C'est une certitude. Pour moi, c'est une certitude. Ouais. Et auprès de cette lumière, il m'est arrivé aussi une autre chose assez bizarre, hein, à savoir que j'ai l'impression que je savais tout, que je connaissais tout. J'avais la connaissance totale, mais la connaissance totale en tout, en mathématiques, en trigonométrie, en astronomie. J'avais la connaissance totale de tout ce qu'il y avait. Et j'ai plus rien maintenant, je vous signale, c'est complètement passé, c'est totalement terminé. Mais j'avais cette faculté à ce moment-là qui était exceptionnelle. Et puis ce bonheur que j'avais, comment dirais-je, a commencé à, non pas à s'émousser, mais brusquement, je me suis rendu compte que cette lumière qui m'avait fait tant de merveilles, tant de bonheur, s'est éloignée de moi. Au début, voilà, elle s'est éloignée de moi, mais c'était pas la lumière qui s'est éloignée de moi, c'est moi qui est redescendu Et chaque fois je dis la même chose parce que je l'ai vu partir cette lumière avec cette détresse. Autant j'avais été émerveillé d'un bonheur. Je vous dis le mot bonheur, mais ça signifie rien quand on est à côté de cette lumière-là. Et tous les expérienceurs, peut-être, qui m'écoutent en ce moment, le savent. Le bonheur que l'on a est unique, exceptionnel. Donc, elle s'est éloignée. Et c'est moi qui suis redescendu dans le tunnel. Mais j'étais résigné, si vous voulez. Comment dirais-je, j'étais résigné, oui, je ne peux pas employer un autre terme, car je savais qu'en même temps que je redescendais, j'ai emprunté un peu à cette lumière, cette beauté, cette bonté qu'elle avait, et je l'ai gardée en moi, et je l'ai toujours en moi. Donc j'étais rassuré, content dans une certaine mesure, parce que j'étais triste quand même de voir cette merveille qui s'éloignait, et puis je suis redescendu et je suis rentré dans la salle d'opération à nouveau, et sortant du tunnel, remontant au-dessus des pieds de l'individu qu'on opérait, je me suis installé au-dessus de lui, et j'ai réintégré ce corps par la fontanelle. Alors là, je ne me rappelle pas être sorti de mon corps. Alors là, je me rappelle très bien y être revenu. Et je suis revenu dans ce corps. J'emploie toujours cette image parce que c'est vraiment la plus proche de la réalité. Comme une main épouse un gant. Vous savez, mon esprit, à ce moment-là, est revenu à l'intérieur de moi. De moi, c'est la première fois que je parle de moi, parce que ce corps est devenu le mien à partir du moment où je suis revenu dans ce corps. Aucun moment durant toute cette expérience, on dit mais c'est moi là qui suis sur la terre. Aucun moment. C'était quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a une dissociation totale entre mon corps, entre ce corps et moi. Moi, j'étais ailleurs, j'étais en haut, je me promenais, mais on opérait quelqu'un, et je vous ai toujours dit, quand je regardais cet individu qu'on opérait, c'était pas moi. Oui. Mais alors, dites-moi, vous nous avez dit en nous racontant votre expérience que cette lumière vous avait parlé. Oui, bon, exact. C'est un terme peut-être un peu... Oui, en fait, c'était pas ce que nous... Il y a eu une communication, en tout cas. Voilà. Elle m'a parlé, je ne vois pas d'autres termes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle vous a dit, ou en substance, ce qu'elle vous a... Non, si vous voulez, il y a eu un échange entre elle et moi. Cet échange, c'était
c'est pas des paroles, il y avait des sentiments qui partaient de cette lumière et qui venaient à moi et qui me nourrissaient. Si vous voulez, j'avais l'impression d'être nourri. Et depuis, lorsque j'ai repensé à ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Ça a toujours été pour moi une force que j'ai toujours eu en moi, si vous voulez. Rien ne peut m'arriver, rien ne peut nous arriver à tous les gens qui ont vécu ça. On a une force, mais on sait aussi qu'on a un travail à faire. Et alors, vous avez réintégré ce corps. Oui. Comment est-ce que vous le percevez, votre corps, maintenant? C'est vous quand même, mais en même temps, vous savez que bon, vous savez, il doit y avoir une espèce de distance que vous prenez avec votre corps finalement, non? Il y a deux choses dont je sais, c'est que, si vous voulez, mon corps, c'est une enveloppe. C'est vrai, c'est une enveloppe charnelle. Bon, mais elle est ce qu'elle est. Hélas, quand je me vois dans une glace, elle est assez décrépite. Mais au demeurant, si vous voulez, comment dirais-je? C'est le mien de corps, donc. Ben oui, c'est le mien, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais si vous voulez, comment dirais-je? Non, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, c'est ce que je dois dire. Si vous voulez, la NDE que j'ai vécue a influencé toute ma vie. Je pense avoir réussi bien des choses dans ma vie, à part peut-être l'éducation de mes enfants, qui n'a peut-être pas été très réussie. Mais tout le reste, je crois l'avoir réussi, à part mes deux mariages précédents. Ça c'est aussi, on ne peut pas tout réussir. Mais j'ai la chance d'avoir réussi le dernier, car je suis un jeune marié. Il faut bien que je sois jeune en quelque chose. C'est vrai. Donc je suis un jeune marié, et on a une communion tous les deux, mon épouse et moi, mais merveilleuse, parce que c'est comme ça. Mais dites-moi, Jean Morzel, vous vous êtes réveillé après, évidemment. Là, vous avez réintégré ce corps. Donc, il est arrivé un moment où vous vous êtes réveillé et où tous ces souvenirs vous sont revenus en mémoire. Alors là, ça doit faire bizarre. C'est la seconde. L'expérience est terminée. L'expérience que j'ai vécue est terminée. Mais ensuite, de quoi, si vous voulez, je me suis réveillé. Enfin, je me suis réveillé. Oui, j'ai été réveillé, non? Et comme je vous l'ai dit, j'ai réintégré mon corps. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à souffrir. C'est là où j'ai commencé à souffrir, uniquement. Et le lendemain, le lendemain ou le jour suivant, je me rappelle plus j'ai eu jusqu'à 41 degrés de fièvre. Donc, vous voyez, c'était quelque chose d'énorme. 41 de fièvre. Mais je devais être là devant vous aujourd'hui, ce soir, car j'ai été le premier Toulousain à bénéficier de la pénicilline. Merci, Monsieur Fleming. Vous avez eu du bol. Il fallait que je sois là ce soir, donc il fallait bien que j'ai quelques avantages. J'ai été le premier Toulousain aussi à bénéficier du bistouri électrique, car le foie à l'époque ne s'opérait pas. Il s'est régénéré, mais si vous voulez, on ne pouvait pas tailler le foie, sinon. Eh ben si, on pouvait. Il n'empêche que malgré la pénicilline que l'on me faisait toutes les 3 heures. La fièvre a duré pendant de nombreux jours, et disons que j'avais des cauchemars terribles, enfin, etc. Et les seuls moments d'apaisement que j'avais, c'était quand je pensais à ce qui m'était arrivé. Car, si vous voulez, le deuxième jour de mon opération, maintenant, quand vous êtes opéré, on vous met des transfusions, des choses comme ça. À l'époque, ça n'existait pas, hein. On ne faisait pas ça du tout. Le seul moyen qu'avait trouvé le chirurgien, il m'avait dit, interdiction de boire, vous ne buvez plus, quoi, point. Et donc, je n'ai plus bu du tout pendant les 8 premiers jours, je pense. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'avais une soif terrible. Et vous vous rappelez que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'avais vu un poste d'eau. En vous baladant lorsque vous étiez hors de votre corps. Oui. Et à ce moment-là, c'était le deuxième jour, je crois, je me suis levé une nuit et je suis allé boire à ce poste d'eau. Et je suis revenu. Et j'avoue que je suis revenu tout titubant, enfin j'étais dans un état catastrophique, mais je savais à l'endroit où qu'il y avait un poste d'eau, et j'y suis allé. Je suis revenu me coucher, et en me remettant dans les draps, enfin, etc., comme j'étais inondé de sueur, enfin, bon, je vous passe les détails, je me suis dit,
c'est fantastique parce que si le poste d'eau existe, c'est que mon expérience, elle est vraie. Hein. Enfin, c'est ce que j'ai vécu est vrai, donc. Oui. La lumière est vraie aussi. Hein. Et je dois dire que la première des choses que j'ai faites lorsque j'ai pu m'asseoir sur mon lit quelques semaines plus tard, je crois que j'ai été blessé le 9 juin 49. Le 9 juin, donc ça a dû être vers la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, où j'ai demandé à aller voir dehors, à l'extérieur. Au volet, j'étais à un étage, je voyais que les arbres par la fenêtre. Et j'ai demandé à des infirmières, un infirmier et une infirmière, de me soulever et de m'amener à la fenêtre. On me pardonne tout à un grand malade, il est fador. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Allez, on m'a amené au bord de la croisée, qu'on a ouverte d'ailleurs, et la première des choses que j'ai faites, c'est de plonger mon regard en dessous. Et en dessous de moi, il y avait un garage de vélos. Et il y avait une vingtaine de vélos, que je vois encore. Il y avait une vingtaine de vélos. Vous voyez, je vois mal le nombre de vélos, les 20. Parce que c'est des visus, j'étais alors que les 3 vélos de mon expérience, il y en avait 3 points. Je pourrais même vous dire les couleurs. Ça ne s'efface pas. Ouais. Et alors le bonheur que j'ai eu à voir ce garage de vélos, c'est fabuleux. Je pense que quelqu'un voyant la Joconde était émerveillé. Moi, j'ai été émerveillé de voir un garage de vélos. Parce que ça confirmait absolument tout ce que j'avais vu. Donc, le garage de vélo était là, le poste d'eau aussi. Le point d'eau, oui. Le poste d'eau aussi. Donc, la lumière était vraie, elle aussi. Et ça, c'était pour moi, je n'ai plus craint après avoir vu le garage de vélo. À partir du moment où j'ai dit, je m'en sortirai, c'était bien, il ne peut rien m'arriver. Et il n'a jamais rien pu m'arriver depuis. Jean Morzel, vous restez avec nous. Pas mal de messages sont arrivés par le biais du SMS, des questions tout à fait pertinentes que je vous poserai d'ailleurs dans quelques instants, parce que je pense que vous avez des réponses intéressantes à nous amener. Vous pouvez continuer à nous envoyer évidemment vos messages. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Jean Morzel, qui est l'auteur d'un livre passionnant où il raconte l'expérience évidemment avec beaucoup plus de détails qu'il ne l'a fait là maintenant, et des témoignages nombreux qu'il a recueillis de gens qui ont vécu cette expérience comme lui, l'expérience de mort imminente. Ce livre s'intitule donc Tout commence après. C'est aux éditions CLC avec une préface du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 23h30. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie ce soir de Jean Morzel qui m'a fait le plaisir d'accepter l'invitation des aventuriers de l'étrange. Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente, il nous l'a raconté il y a quelques instants, et qui a écrit un livre où il raconte en détail cette expérience et des expériences, donc des témoignages qu'il a recueillis lui-même de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Ce livre s'intitule Tout commence après, c'est aux éditions CLC. Jean Morzel, évidemment j'ai 12 000 questions à vous poser, vous en doutez, mais les auditeurs aussi, il y a pas mal de SMS qui sont arrivés. Je vous en pose quelques-unes comme ça pêle-mêle, avec des réponses courtes, parce qu'après on va développer bien entendu. Premier SMS, c'est Max qui nous l'envoie, qui dit: peut-on comparer cette expérience au voyage astral qui est de sortir du corps dans les mêmes conditions que vous décrivez? Non, c'est totalement différent. C'est une autre chose. Oui, on a la possibilité de sortir, que l'esprit sorte du corps, c'est vrai. Comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier tout à l'heure pourrait vous l'expliquer beaucoup mieux que moi, car lui c'est un scientifique. Dans certaines personnes qui font du yoga aussi arrivent justement à sortir de leur corps. Mais ceux-là n'ont jamais rencontré la lumière. Ceux-là n'ont jamais eu des facultés extraordinaires. Non, c'est autre chose. C'est complètement différent. Mais cela confirme aussi que l'esprit et le corps sont deux choses différentes. Justement, nous allons y revenir parce que c'est ça le nœud du problème. Autre SMS qui nous a été envoyé, qui fait référence au moment où vous avez, vous savez, cette omniscience. Vous avez dit, j'ai eu conscience de tout savoir. Oui. Alors, vous saviez tout, mais est-ce que vous avez eu accès, dit le SMS, aux connaissances de l'avenir ou juste aux connaissances du temps de votre NDE? Je ne sais pas. Si vous voulez, je vais vous dire une chose un peu bizarre. Je sais que j'ai su. Mais si vous voulez, ça se limite à cela. Sur le moment,
je me rappelle avoir conscience que je connaissais, j'avais la totalité des réponses pour toutes les questions que j'aurais pu me poser. Mais c'est fugace, c'est un court instant. Et bien des gens qui ont vécu des NDE ont aussi le souvenir de ces connaissances-là. Ouais. Je ne connais qu'une seule personne qui se rappelle avoir eu une omniscience comme ça et qui en a fait profiter. À savoir, je ne me rappelle plus le nom, je pense que Jocelyn Morisson pourrait vous le dire, à savoir qu'il y a eu une personne qui a vécu une NDE, qui a eu l'omniscience, qui était un berger et qui est devenu professeur de faculté. Ah oui, quand même. Ouais, c'était pas rien. Mais c'est le seul cas que je connaisse. C'est une exception. D'accord. Si vous voulez. Moi, je ne sais pas. Non. Alors, il y a un autre SMS qui dit, c'est Gilles de Bordeaux qui nous l'envoie, très intéressant ce témoignage sur cette lumière, mais n'est-elle pas une explication de l'inconscient puisqu'il n'y a pas de mort? Non, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que cette lumière, elle vient d'ailleurs. C'est autre chose. C'est une lumière qui vous procure un bonheur fabuleux, un bonheur exceptionnel, extraordinaire, inouï. Donc, personnellement, je ne connais pas les autres expériences, mais moi, mon expérience à moi, m'a fait rencontrer l'au-delà, entre guillemets. Point, c'est tout. Oui. Je n'ai jamais prononcé le nom de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est autre chose. On y reviendra tout à l'heure. Et puis en plus, vous avez eu connaissance de ce point d'eau dont vous nous aviez parlé, que vous n'auriez pas pu découvrir de toute façon d'une autre manière. Non. Ce fameux garage à vélo avec ces 3 vélos que vous aviez vus ce soir-là en traversant le mur. Et puis cette plaque également, cette plaque qui était vissée sous la table d'opération. Est-ce que vous en avez eu, vous avez demandé est-ce qu'il y a vraiment une plaque dessous? Et dites-moi si elle existe vraiment. Je ne sais vraiment. pas, monsieur Benedi, si vous avez lu mon livre, mais je peux vous dire comment j'ai eu confirmation de la plaque. Bon, je le sais, mais évidemment, il faut que vous le racontiez. Parce que sinon... je vais le raconter. Donc, j'ai été opéré par un médecin merveilleux qui s'appelait le docteur Cerny, qui était médecin militaire, bien sûr, puisque j'étais de l'armée à ce moment-là. Oui. Et disons que suite à l'opération qu'il avait faite sur moi, qui était une opération assez originale, et unique en son genre au début, et très compliqué, visiblement. Très compliqué. Ouais. Et donc il était très intéressé par mon cas d'une part, et puis on a beaucoup sympathisé avec cet homme. Et disons que, si vous voulez, au début, cette expérience m'étouffait un peu, dans la mesure où j'avais l'intention d'en faire part aux autres. La première fois qu'il vous arrive quelque chose comme ça, vous vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que chaque fois qu'il y a une opération comme ça, les gens ont également la vision de ces lumières, de ce tunnel, de ces choses extraordinaires qui vous arrivent? Et disons que je voulais en avoir le cœur net. Et si vous voulez, j'ai eu deux personnes à qui j'en ai parlé. La première, ça a été ma mère, à qui, dans mon histoire, je vous ai raconté qu'au-dessus de ce tunnel, il y avait un petit voile bleu agité par le vent, comme s'il avait été agité par le vent. Et alors j'ai dit à ma mère, qui était à mon chevet bien sûr, j'ai dit, tu sais maman, lors de mon opération, il m'est arrivé quelque chose d'un peu extraordinaire, parce que je voulais déjà commencer tout doucement à la prévenir. Alors, j'ai eu l'inspiration de lui dire, à un moment donné, j'ai eu une espèce de tunnel, et il y avait un voile bleu au-dessus de moi qui s'est agité. Elle m'a pas laissé finir. Elle m'a dit, merci, Sainte Vierge, vous avez sauvé mon fils. Elle a foncé à Lourdes, elle m'a mis une plaque. Et elle n'a su que l'histoire des... Si elle avait su le reste, elle me construisait une cathédrale. C'est très joli. Alors, en revanche... Premièrement, je peux vous raconter la deuxième fois. Et oui, juste... La deuxième fois, c'était donc le fameux docteur Cerny qui me soignait. Il venait évidemment tous les matins, le soir, enfin il était tout le temps à mon chevet. Et alors j'avais un trou énorme dans la poitrine, et il avait 27 cm de profondeur, pour vous dire, c'était impressionnant. Il avait une pince très longue, et quand il l'enfonçait, je me disais... Il va s'arrêter, oui. Je m'attendais chaque fois à ce qu'elle me traverse, tellement c'était profond. Et il remontait des morceaux de foie, parce que j'ai su après que c'était des morceaux de foie. D'accord. Et alors, je lui disais, docteur,
quand vous aviez mon foie dans votre main droite, que vous l'avez passé sur votre main gauche et que vous l'avez sectionné, enfin enlevé la partie mauvaise, vous avez mal fait votre travail puisqu'il reste encore quelques bouts dans ma blessure. Ah, elle m'a dit, on te l'a raconté. Et non, je lui ai dit, je l'ai vu. Alors il a été un peu interloqué. J'imagine, oui. Il m'a dit, comment ça tu l'as vu? Oui, j'étais en haut et j'ai vu l'opération. Ça a été le premier contact. Il est parti un peu, il s'est dit, c'est la fièvre ou un truc comme ça. Et on en a plus parlé. La première fois, ça n'a été que ça. Ensuite de quoi, bon, plusieurs fois, de temps en temps, mais il me disait, de temps en temps, il revenait sur la chose. Mais c'est vrai cette histoire que tu étais en haut? J'ai dit oui. Et bon, ça va, toujours. Et une fois, il est revenu et il m'a dit, au fait, mais c'est vrai, allez, raconte-moi un peu. Et j'ai dit, comme j'étais au-dessus de vous, j'ai traversé des murs, enfin, etc. Il s'est dit complètement jobard, ce pauvre garçon. Et il me dit, j'ai vu une plaque sur la table d'opération. Bon, il me dit, j'ai jamais de plaque sur la table d'opération. Depuis le temps que j'opère là-dessus, j'ai jamais vu de plaque sur la table d'opération. D'ailleurs, il me dit, c'est très simple, je vais aller voir. Et il est parti à la salle d'opération, et il est revenu 5 minutes plus tard, blanc comme un linge, en me disant, elle y est. Et il me dit, comment tu as pu le voir? Parce qu'elle était en dessous des trucs matelassés, qui étaient en dessous. J'ai dit, je ne sais rien, comment j'ai pu la voir. Je l'ai vu. Voilà, donc, confirmation à nouveau que je n'avais pas rêvé. Et après coup, si vous voulez, on s'est lié d'amitié avec cet homme d'une manière fabuleuse. Et quand je pouvais à ce moment-là marcher, que ma convalescence était presque commencée, il m'a dit, tiens, on va aller voir la plaque. Et on est partis tous les deux à la salle d'opération. Et il m'a dit, tiens, je vais te montrer la plaque. Non, je lui ai dit, elle était là. Et j'ai enlevé le tissu molletonné qui était là. Et la plaque est apparue, juste à l'endroit où je disais. Il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux, et voilà, c'est tout. Ça a été un grand moment d'émotion. Ah oui, c'était un grand moment d'émotion, et pour lui et pour moi. Ouais. Et alors, le but de l'objet de cette émission, c'est également, on va attaquer cette deuxième partie, de savoir ce que ça transforme, parce que là, vous allez pouvoir parler en votre nom, Jean Morzel, évidemment, mais également parler au nom de ceux et celles que vous avez rencontrés qui ont vécu ce genre d'expérience de mort imminente, parce que ça, évidemment, une mort qui bouleverse une vie. La phrase peut paraître bizarre, mais elle veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, oui, mais là, j'ai une vie totalement différente, totalement changée. Je pense en avoir dit quelques mots tout à l'heure, à savoir que nos valeurs, les valeurs que nous avions avant la NDE, et les valeurs que nous avons après la NDE sont totalement différentes. On se tourne vers les autres, on est plus proche des autres, on est disponible pour les autres. Je pense que, franchement, si vous voulez, je pense que nous avons une mission. Je ne dis jamais que nous sommes des élus. Nous sommes des gens, justement, qui avons vécu cette chose-là pour quelque chose, pour le faire partager à d'autres, pour inciter les autres à être des témoins. Être des témoins. Car vous savez, comme je vous l'ai peut-être pas dit, mais je me suis tu, moi, pendant 40 ans. Je n'en ai jamais parlé, sauf, je vous dis, à ce médecin et à ma mère qui m'a absolument rien, m'a pas compris, et à mon chirurgien qui lui a été ahuri. C'est vrai, il a été vraiment très très étonné, mais bon, mais c'était ça. Il n'est pas allé plus loin, si vous voulez. Et alors moi, si vous voulez, c'était quelque chose de tellement merveilleux qui m'était arrivé que je ne voulais pas en parler, car je savais que j'étais tout seul. Je croyais être tout seul, à avoir vécu cette chose extraordinaire. Et si vous voulez, les autres sont comme moi, qui ont vécu ce même principe. On n'en parle pas, on n'ose pas en parler. On se tait, on se dit rien. Il y a même des couples qui se sont séparés suite à une NDE pour l'un ou l'autre. Parce que le mari ou la femme ne comprend pas. On peut pas en parler. On a eu un témoignage comme ça. Voilà, tout à fait. Une dame qui a été rejetée par son mari. Voilà, absolument. Et donc, si vous voulez,
la première des choses que j'ai faites lorsque j'ai su, parce que ça j'ai su plus tard qu'il y en avait d'autres que moi qui avaient vécu cela, suite à 10 ou 15 ans plus tard, lorsque j'ai lu le livre du docteur Moody, La vie après la vie. La vie après la vie, Ouais. et que j'ai eu la chance de connaître au mois de juin dernier, et qui est devenu un ami, parce que dans ce livre, à la fin de ce livre, je parle justement du 17 juin, où je peux développer un tout petit peu ce 17 juin. Allez-y. Bon, le 17 juin, si vous voulez, il y a eu une réunion en France, à Martigues. Oui. Plus qu'une réunion, c'était un congrès mondial. Oui, mais c'est ça a été un congrès mondial. Et tout ça, nous le devons à une jeune femme de 26, 27 ans, maghrébine d'origine, Qui a vécu de drôles d'expériences qui a également. vécu plusieurs NDE, Ouais. donc qui sait à quel point c'est difficile de faire passer pas le message, mais de faire passer le fait que nous ne sommes pas des hallucinés. Et des médecins, si vous voulez, comme Jean-Jacques Charbonnier ou comme d'autres médecins dont je raconte le récit. Il y a même dans un ce médecin livre. qui l'a vécu. Il y a j'ai 4 personnes, 4 médecins dans le livre dont je raconte l'histoire, qui ont vécu des NDE aussi. Et si vous voulez, à part le livre du docteur Moody, mais j'ai vécu un moment de jubilation extrême lorsque j'ai lu ce livre, en me disant, je suis pas tout seul, il y en a d'autres que moi. Ouais. Et le soulagement a été immense. Et pour en revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir vécu ces NDE vous laisse dans une solitude énorme. Un jour, je passais justement sur FR3 Toulouse et on me disait quelle est la grande différence, ou plutôt qu'est-ce qui rassemble tous les gens qui ont vécu une NDE. Et je leur ai dit la solitude. On est tout seul avec cette chose énorme que vous avez en vous, qui est fabuleuse, qui est extraordinaire, mais on est seul. Et on a tellement envie de la faire partager. Ouais. Jean Morzel, une pause, et ensuite j'aimerais que l'on revienne sur, vous l'avez à peine évoqué, mais on va y revenir. Vous étiez au départ un catholique pratiquant, fervent, voire même peut-être. Donc vous allez nous dire ce que ça a changé dans votre vision, dans votre rapport avec Dieu, d'abord, puisque bon, ça y ressemble beaucoup, cette lumière que vous nous décrivez. C'est ne vous répondez pas tout de suite. C'est vous qui dites. C'est moi qui dis ça. Vous me direz tout à l'heure justement ce que vous en pensez et comment a évolué votre foi, votre regard comme ça vers les religions en général et catholique en particulier, puisque c'est la vôtre, vous avez été baptisé catholique. Voilà, point barre. 0826 300 300, si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous savez que dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez également continuer à nous envoyer des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, la question que vous voulez que je pose même à Jean Morzel, mon invité, et vous l'envoyez au 71 200. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous sommes en train de discuter avec mon invité Jean Morzel sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Jean Morzel qui a vécu donc une expérience de mort imminente. Nous en avons très longuement parlé. On va continuer à en parler avec d'ailleurs deux invités qui vont venir nous rejoindre au téléphone, Jean, dans quelques minutes. D'abord Jocelyn Morisson qui a participé également d'ailleurs à la rédaction oui. de quelques chapitres de votre livre. Ensuite le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est médecin anesthésiste. Donc lui, il sait ce que c'est vraiment les opérations, les réveils, etc. Qui lui signe la préface de votre livre. Il viendra nous rejoindre aux alentours de 23h30. Le titre, tout d'abord, de votre livre, Jean Morzel, c'est donc aux éditions CLC, le titre « Tout commence après ». Et sous-titre, mes rencontres avec l'au-delà. Alors, revenons à cette lumière, cette espèce de béatitude que vous avez vécue. Tout à fait, le terme est exact, c'était une véritable béatitude. J'emploie à dessein en plus ce terme béatitude qui nous rapproche encore plus du monde religieux. Vous êtes né catholique, enfin vous avez été baptisé catholique, visiblement fervent, pratiquant, quand vous avez reçu cette balle en tout cas dans le foie. Tout à fait, oui. Alors, comment est-ce que votre vision de la religion, votre rapport à la religion a évolué? Est-ce que vous êtes devenu encore plus croyant ou croyant différent? Vous avez dit le mot, je suis devenu plus croyant, mais plus croyant dans l'au-delà.
et moins religieux, et de moins en moins religieux d'ailleurs. Parce que religieux dans le sens dans l'église dans établie, voilà. quoi. J'ai été élevé dans une confession catholique, bien sûr. Ma mère est très religieuse, même à la limite plus bigote, si vous voulez, que catholique. Et disons que moi j'ai été élevé dans un petit séminaire, le petit séminaire de Castres d'ailleurs. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et disons que la religion était pour moi quelque chose d'acquis, etc. Et puis, l'évolution faisant, suite à mon NDE, j'ai été de plus en plus croyant. Et tous les gens qui ont vécu des NDE comme moi, si vous voulez, sont de plus en plus croyants. Ils croient de plus en plus dans l'au-delà. Ils croient de plus en plus dans la puissance divine entre guillemets. Mais ils sont de moins en moins aux catholiques, aux protestants, Ou musulmans, ou juifs, ou ce qu'on veut, quoi. Absolument. Ouais. Mais je pense que les religions sont importantes en soi. Tous les chemins mènent à Rome, toutes les religions mènent à Dieu. C'est vrai, avec des chemins différents. C'est vrai. Mais ce que je n'aime pas dans les religions, c'est que il y a des dogmes, on vous mâche le travail, vous n'avez aucun effort personnel à faire, alors que je pense que pour découvrir l'au-delà, Dieu, entre guillemets, il faut avoir un travail personnel à faire. Et je pense que quand on vous dit, vous allez tous les dimanches à la messe, vous allez communier une fois, vous confessez tel jour, telle heure, on vous mâche le travail, vous n'avez aucun effort à faire. Et ça, je pense que ça ne me plaît pas. D'autre part, la religion catholique, puisque parlons-en, puisque c'est la mienne, je dis que je serai certainement enterré à l'église, à moins que je sois excommunié depuis. Mais il n'empêche que, si vous voulez, pour moi, la religion catholique dramatise la mort. Et ça, je ne lui pardonne pas. La résurrection, telle qu'elle l'enseigne, c'est après le jugement dernier. N'est-ce pas? Dans toutes les religions, dans toute la religion, on en a qui dit jugement dernier. Donc il y a des jugements préalables. Donc vous mourrez, pam, tac, première chose, vous allez devant un tribunal qui vous inflige ou l'enfer, ou le purgatoire, etc. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Vous mourrez, vous allez trouver le bonheur de l'autre côté. Après tout ce que vous avez subi sur la terre, car l'enfer, c'est sur la terre. Et une personne qui a souffert d'un cancer pendant des années, qui a souffert 1000 morts, c'est le cas de le dire, eh bien, si c'est pas l'enfer, ça c'est quoi? Ou le gosse qui est malade, rachitique, anormal, c'est pas l'enfer, ça? Ça, c'est l'enfer. Oui. Alors le reste, c'est pour moi c'est du folklore. Voilà, je pense. Mais au demeurant, je considère que les religions sont utiles dans la mesure où elles nous disent qu'il faut faire le bien, il faut s'aimer les uns les autres. Tout le monde est d'accord. On ne peut qu'être d'accord. Mais en revanche, votre foi en l'au-delà et en un principe supérieur qui est un amour total, ça en revanche est inébranlable. Elle a été renforcée. Oui, ça a été totalement transformé, ça n'a pas été renforcé, ça a été autre chose. C'est une évidence, et tous les gens qui ont vécu des NDE vous le diront. C'est une, comment dirais-je, on sait où on va. On sait où on va, et la peur de la mort, si vous voulez, c'est assez difficile à expliquer. J'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la mort. Eh oui. Voilà. Autrement dit, je ne sais pas comment je vais mourir. Ça peut être d'un accident ou après, lorsque mon épouse me fait un peu de poisson, une arête en travers, bon, je meurs instantanément. Non, c'est pas ça. Non, mais si vous voulez, ça c'est pas la manière m'inquiète. Oui. Mais je sais où je vais. Ouais. Ah, ça, je sais où je vais. Ça. C'est pour ça que je vous dirais que j'ai eu le malheur, parce que ça c'est quand même un malheur, de perdre 2 fils. Et les 2 de manière tragique, un en accident de voiture, comme on a à 20 ans, il s'est endormi au volant, plouf, c'est fini. Et un autre d'un infarctus l'an dernier, il était infirmier,
C'était mon fils Bruno. Et il est mort lui aussi. Mais je crois être allé une fois sur son cimetière, sur sa tombe, une fois. Parce que, bon, je veux pas aller voir ses vêtements, hein. Y a rien. Mais moi, par contre, mon fils Bruno, mon fils Vincent, ils sont là autour de nous. Ils me regardent. Ça, oui, ça, je les sens, même souvent. Donc, si vous voulez, je dis surtout ça pour les personnes qui ont perdu des enfants, parce que ça, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Que vous soyez triste, bien sûr. Ça n'enlève pas le malheur. Ça n'enlève pas le malheur. L'absence, comme je le dis dans la première page de mon livre, quand vous l'ouvrez, et si jamais la chance que vous l'achetiez, vous le verrez, la mort n'est pas une absence, c'est une différence de présence. Parce que les gens qui sont partis avant nous, ils sont avec nous. Jean Morzel, est-ce que ça a déclenché, parce que c'est l'objet également des interrogations de cette émission, est-ce que ça a déclenché chez vous des capacités que vous n'aviez pas avant? Voilà une question qu'elle est bonne. Oui, je pense avoir des capacités un peu une sensibilité plus fine, voilà, accrue, tout à fait. Et puis surtout, si vous voulez, de relativiser. Je pense que je suis plus proche maintenant. Je fais le discernement entre les choses importantes et les choses qui ne le sont pas. Oui. Alors comme à part que je suis en voiture, et quand on me passe devant, alors là, je respecte. Mais si vous voulez, c'est un amusement, parce que je pense que là aussi, il y a une chose, c'est que je prends la vie, si vous voulez, avec sérieux, mais avec amour, avec bonheur. Je plaisante toujours, parce que je considère qu'il faut plaisanter, il faut être heureux. J'essaye de faire rire les gens lorsque je leur parle de la mort. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu une chose extraordinaire que beaucoup de gens de Colomiers ou de Pibrac, où j'habite, à côté de Toulouse, à côté de Toulouse, se reconnaîtront dans un enterrement que nous avons eu d'un de mes amis qui a été enterré lundi, donc ce n'est pas vieux, et un de mes camarades, 35 ans que nous connaissions, il s'appelait Roger, et il est mort, et on l'a enterré, et tous ses amis étaient autour de lui, et finalement on s'est rendu compte qu'on était tous autour du catafalque, à l'extérieur de l'église, parce que la messe par elle-même, ça a été catastrophique, mais à l'extérieur, et on était tous heureux de se retrouver, et il était là avec nous. C'était fabuleux, c'était merveilleux. Et j'espère, moi, que le jour de mes obsèques, d'abord les chants de mon enterrement sont faits, mais ça va être des chants amusants, où on va rire, on va taper des mains et tout. Je vous demande de mettre le casque sur les oreilles, parce que nous allons avoir notre premier invité qui nous rejoint. Il s'agit de Jocelyn Morisson. Jocelyn, bonsoir. Oui, bonsoir Louis, bonsoir Jean, bonsoir à tous. Bonsoir Jocelyn. Alors, Jocelyn Morisson, je vous ai demandé d'intervenir et vous avez gentiment accepté dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, puisque vous avez écrit pas mal de lignes dans le livre donc de Jean Morzel, mon invité. D'abord, puisque vous êtes là en tant que journaliste scientifique, dites-nous un petit peu quel est, selon vous, le point essentiel, l'interrogation essentielle que soulève justement ce qu'a vécu non seulement Jean Morzel, mais tous les autres témoins que vous connaissez et qui ont raconté leur histoire dans ce livre. Ah, c'est une vaste question. Donc, quelle est la question essentielle posée par ces phénomènes NDE? Bon, la NDE de Jean, bien sûr, est très riche. Et ensuite, on a d'autres témoignages qui débordent le cadre de la NDE. Mais bon, de mon point de vue, la question que ça pose en premier, avant même de la question de la vie après la mort, bien sûr, qui est cruciale pour nous tous, ça pose avant tout la question de la nature de la conscience, finalement. Comment est-ce qu'on fonctionne réellement? Est-ce que la conscience comme ça est le produit de l'activité du cerveau, comme la biologie le croit à l'heure actuelle? Il semblerait que la réponse soit non, et de plus en plus de médecins, de scientifiques acceptent de remettre en question cette espèce de dogme, le dogme matérialiste qui consiste à dire que sans cerveau il ne peut pas y avoir de conscience.
parce qu'il y a des cas extrêmes de personnes qui ont vécu comme ça des expériences de mort imminente, alors qu'on sait pertinemment que leur cerveau ne fonctionnait pas du tout, puisque il était plongé, par exemple, en état d'hypothermie à une température trop basse pour qu'il y ait la moindre activité cellulaire, neuronale, donc il ne pouvait pas du tout y avoir d'activité électrique ou quoi que ce soit dans le cerveau. Donc la première question que ça pose, c'est ça, bien entendu. Après, les phénomènes connexes, les suites un peu de cette expérience de mort imminente, qui sont des vécus d'ordre spirituel et dont vous allez commencer à parler là dans l'émission, approfondissent en fait cette question-là, continuent de poser cette question-là. Est-ce que nous sommes finalement reliés tous entre nous par une sorte de champ comme ça qui nous réunit et qui expliquerait bien des choses, qui expliquerait la perception extrasensorielle, les phénomènes de voyance, de télépathie, etc. Donc tout ça, ça serait, alors c'est pas encore une explication un peu facile comme ça qu'on peut dire qu'on peut proposer comme quelque chose de magique, mais c'est une piste de réflexion tout à fait intéressante, et de plus en plus de gens sérieux, encore une fois, étudient cette piste-là. Ouais. Je vais vous demander de vous livrer, Jocelyn, un exercice éminemment difficile. Que pensez-vous de Jean Morzel? Présentez-le-nous avec un regard extérieur. Jean, en tant que personne, déjà, c'est quelqu'un de... On lui a coupé le micro, c'est bon, vous pouvez... bon, il n'entend pas ce que je dis, j'espère. Alors, j'ai bien fait de pas venir avec vous dans le studio. C'est quelqu'un de très chaleureux, c'est quelqu'un d'éminemment agréable, bien entendu. Et puis, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est sa façon très simple de raconter les choses et de décrire la façon dont il a ressenti ce phénomène, le contenu, en fait, le ressenti de son vécu, de son expérience. Il a une façon très directe de le faire, sans chercher à calculer, sans chercher à en retirer de la gloire, de la notoriété ou quoi que ce soit. Vous savez, si on voulait inventer une expérience comme ça, on ne dirait pas je voyais dans toutes les directions à la fois, je ressentais le malaise, la nausée de l'infirmière, ou j'avais l'impression d'entendre les paroles du chirurgien avant qu'il ne les prononce. Vous voyez, on dirait des choses qui auraient l'air un peu plus réalistes, disons, si on voulait affabuler, enfin raconter des histoires par rapport à ça. Donc moi, j'apprécie ce côté comme ça direct, cette façon qu'a Jean de dire les choses telles qu'il les a ressenties au plus profond de lui-même, et les implications que ça a pour lui, effectivement, en termes derrière de foi, de conception spirituelle. Et vous parliez tout à l'heure de ça, de religion, etc. Je crois que c'est tout à fait crucial à notre époque que des gens comme ça prennent leur responsabilité vis-à-vis de ça, parce qu'on nous parle du retour du religieux, on nous parle des nouvelles formes de croyances. Je crois qu'il faut quand même faire un effort là-dessus, parce que la religion, c'est certainement pas la solution. Il faut faire des religions, la façon dont vous en parliez tout à l'heure me semble tout à fait juste. Les religions sont des manifestations culturelles. On peut se sentir être humain avant d'avoir une nationalité, et de la même façon, on peut se sentir un être spirituel avant d'avoir une religion. Comprenez, on est avant tout des êtres humains, on est semblables. Donc les religions ont tendance aujourd'hui à séparer les hommes au lieu de les réunir, et j'espère qu'on va aller vers plus de solidarité et plus d'amour. Oui, effectivement, vous en avez parlé aussi. Lâchons le mot, quoi. Oui, tout à fait. Il est aussi capable de parler d'amour. Voilà, ça fait partie des choses que j'apprécie chez lui aussi. Jean, il vous doit de l'argent, vous lui devez de l'argent. Je suis heureux, Jocelyn, que tu me vois comme ça. C'est une merveilleuse éloge que tu m'as fait. Tu sais à quel point on a travaillé sur ce livre tous les deux. Et tu aurais pu avoir la signature en même temps que moi. Non, j'ai apporté un petit coup de pouce et j'en suis... Mais là, tu as un coup de pouce dévastateur. Une chose, pour en revenir sur justement ce que vous écrivez dans votre chapitre, Jocelyn Morisson, dans ce livre, je fais référence à ça parce que j'ai eu le docteur Jean-Pierre Jourdan dans l'émission la semaine dernière, pour un livre passionnant, L'énergie secrète de l'univers, où il parle du ki, cette espèce, cette sorte de force. Oui. Confusion avec Maxence Laillé. Maxence Laillé, pardon, c'est pas Jean-Pierre Jourdan, c'est Maxence Laillé. Voilà, c'est ça. Exact. Vous faites bien de me reprendre. Maxence Laillé, qui parle du ki, et qui est une sorte de force vitale universelle. Et vous y faites référence. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante à creuser?
même. Vous savez qu'il y a un magazine de sciences, de vulgarisation scientifique, dont on peut citer le nom peut-être, qui est en kiosque actuellement, qui s'appelle Science et Avenir, et qui titre la réussite des médecines alternatives. On commence seulement aujourd'hui en Occident à reconnaître que ces médecines complémentaires et alternatives, donc par exemple comme l'acupuncture ou ce genre de choses, fonctionnent. Mais on l'admet aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a des images du cerveau qui montrent que, par exemple, quand on stimule une certaine zone, on a une telle image dans le cerveau, et quand on le fait via des techniques d'acupuncture, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement aussi la même réaction dans le cerveau. Mais tant qu'on n'avait pas cette preuve-là, nous, occidentaux, nous considérions que c'était ridicule. Alors que les Chinois et d'autres utilisent ce genre de technique depuis 5000 ans. Vous vous rendez compte de l'arrogance un peu de la science occidentale. Donc il faut quand même sortir un peu de ce schéma où nous aurions tout compris. La science contemporaine, elle est pleine de failles. Alors il ne s'agit pas de dire que ces failles, ces trous vont être comblés par des nouvelles théories toutes simples qui consistent à dire que voilà, effectivement, nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons ceci ou cela, et on ne peut pas aller non plus vite que la musique. Mais il est évident que ce sont des pistes à explorer et qu'il y a beaucoup de convergence en effet entre les nouvelles façons de concevoir la conscience grâce à l'étude des phénomènes d'expérience de mort imminente ou d'état modifié de conscience, etc. et ce que les orientaux, les extrêmes orientaux appellent le ki et toutes ces formes d'énergie dont il est aujourd'hui quasiment démontré que c'est bien une réalité. Et le succès de techniques comme le tai chi, le qigong, ce genre de choses, ça ne repose pas sur de l'illusion. Vous voyez, et l'acupuncture de la même façon. Donc le problème, c'est que tant que nous, on n'a pas vérifié ça avec nos propres moyens d'investigation, ça n'existait pas. Vous voyez, donc il y a quand même, je trouve, moi, il y a un malaise quoi derrière cette arrogance, cette attitude. En tout cas, Jocelyn Morisson, merci beaucoup d'être intervenu quelques minutes dans Les Aventuriers de l'étrange. Et puis, à très bientôt, j'espère. Avec plaisir, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir, Jocelyn, merci. Et alors, je vous rappelle le titre de ce livre, Rendons à César ce qui appartient à César. C'est Maxence Laillé qui a écrit ce livre qui est passionnant, L'énergie secrète de l'univers, de Maxence Laillé. Un très très bon bouquin où vous allez pouvoir découvrir les passerelles qui existent entre cette notion du ki développée par les Chinois depuis plus de 5000 ans et les travaux scientifiques actuels, même très pointus. Il y a des points communs et Maxence Laillé les développe de manière très intéressante. Avant de faire une nouvelle pause, Jean Morzel, je lis juste un petit SMS que Pierre vient de nous envoyer au 71 200 parce que je vous demanderai de nous raconter une petite partie du témoignage que vous avez recueilli d'une dame qui se prénomme Marthe, qui va peut-être répondre à cette question. Ce SMS dit: pensez-vous qu'une personne ayant commis les pires méfaits durant sa vie sur Terre ait le droit à cette béatitude après la mort? Réponse donc tout à l'heure. On va peut-être parler également de, entre guillemets toujours, réincarnation ou plusieurs vies. On verra ça tout à l'heure parce que le témoignage de Marthe que vous avez recueilli est proprement stupéfiant à cet égard. Vous restez avec nous, vous en saurez plus dans quelques instants. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Cette émission ce soir nous emmène très très loin dans les considérations philosophiques de la vie, de l'au-delà évidemment, puisque dès qu'on parle de la mort, eh bien forcément ça remue beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs un SMS qui vient d'arriver qui dit Jean Morzel, quel réconfort de vous écouter. Existe-t-il des témoignages communs puisque chaque témoignage est unique, sachant que la lumière est commune à tous? Il y a des choses communes, hein, puisque vous avez rencontré, Jean Morzel, énormément de gens qui ont vécu la même chose que vous. Et il y a cette communauté de contact avec cette lumière. Ça, c'est une évidence. Je pense que oui, parce que vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais parti, que j'avais quitté plutôt la lumière et que j'étais revenu dans mon corps au préalable avec la tristesse que j'avais. Je vous ai dit également que j'avais amené avec moi une petite partie de lumière. Et je pense que cette petite partie de lumière a été revivifiée pour moi auprès de cette lumière, mais que nous l'avons tous à l'intérieur de nous. Vous l'aviez déjà en vous. On l'avait déjà en nous, comme vous l'avez en vous, mon épouse, tout le monde a cette petite partie de lumière. Et je pense que la réunion de toutes ces petites étincelles qu'on a dans chacun de nous
fait la grande lumière. Mmh. Je pense que ça, c'est indispensable. Ouais. Ça, c'est quelque chose à laquelle je crois absolument. Jean Morzel, un autre SMS est arrivé, je vous l'ai cité tout à l'heure, qui dit, donc, je vous le rappelle, c'est Pierre qui nous l'a envoyé au 71 200. Pensez-vous qu'une personne ayant commis les pires méfaits durant sa vie sur Terre ait droit à cette béatitude après la mort? C'est pertinent comme question. Tout à fait, c'est tout à fait pertinent. D'ailleurs, ça correspond au témoignage de Marthe que j'ai dans mon livre d'ailleurs, qui raconte son NDE. Disons que, si vous voulez, après une opération, et puis elle avait perdu beaucoup de sang, bon, elle a fait une NDE. Et elle se retrouve dans dans un lieu avec, en revanche, une présence. Voilà, elle se retrouve dans la lumière, et avec une présence, un être de lumière, avec qui elle engage une conversation assez extraordinaire. Et alors, elle lui parle de l'avenir, de tout ce qu'elle peut faire, de tout ce qu'elle a fait. Et justement, elle arrive à poser cette question, mais enfin, tout le monde ne peut pas rentrer dans la lumière. Et alors, à ce passage-là, il y a l'être de lumière, qui est, je ne sais pas si c'est un ange, je ne sais pas quoi, l'être de lumière sourit, et parce qu'elle lui dit, mais au fait, par exemple, un homme comme Hitler ne peut pas rentrer dans la lumière. Et l'être de lumière lui répond que si, elle va rentrer dans la lumière, parce qu'elle lui dit, mais pourquoi un tel criminel va-t-il être aussi heureux que moi en ce moment d'être dans ce... Il lui dit, oui, mais il va avoir de nombreuses vies à assumer maintenant. Et il va toutes les assumer les unes après les autres jusqu'à ce que tout le mal qu'il a fait soit épongé. Ce qui laisse supposer, par la déduction, que nous avons plusieurs vies et que ces vies, les unes après les autres, on essaye de les améliorer au maximum pour, une fois que nous serons lavés de tout péché ou de toute faute. Ou qu'on aura tout appris, plutôt. Ou peut-être qu'on aura tout appris, peut-être, je ne sais pas. À ce moment-là, nous monterons dans l'au-delà et nous deviendrons à notre tour être de lumière. Ça, c'est je crois. Et ça peut expliquer bien des choses. Ça peut expliquer, par exemple, comment un enfant, un petit Palestinien ou autre, qui a 3 ans, et qui a crevé de faim toute sa vie, qui est torturé, qui est tué, et puis il meurt. Un autre de quelques mois, exactement, qui est pris sous une bombe, enfin, etc., et qui meurt. C'est anormal. Si on croit dans l'au-delà, on est furieux. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Et on se mêle de choses qui peut-être ne nous regardent pas. Mais si justement l'individu, l'enfant par exemple, qui vient d'être frappé par une bombe ou une balle, je ne sais trop, a simplement un mois, c'est qu'il lui manquait un tout petit chouïa dans son esprit, dans son corps astral, si vous voulez, pour être définitivement sauvé. Et à ce moment-là, hop, il monte et il ne revient jamais plus. Ça, et il devient, ce que je crois. Il devient être de lumière à son tour. Ça, c'est votre conviction. Ah oui, moi, c'est ma conviction personnelle. D'ailleurs, j'ai un petit exemple qui confirme ce que je vous dis là. J'habitais Castres à l'époque. Et je faisais du scoutisme, et dans un camp scout, parti de Castres, on est allé camper en été, j'avais 13 ans, 14 ans, et on arrive du côté de Limoges, dans une ville qui s'appelle Oradour. Oui. Oradour, sur Glane, de triste mémoire, mais c'était une petite ville à côté qui s'appelait Oradour-sur-Ver. C'était pas le... D'accord. Et alors, dans cet Oradour-sur-Ver, il y avait un petit train qui faisait de Limoges à Angoulême, je crois. Et donc, on est tous descendus. Je suis descendu, j'avais 13 ans. Le premier voyage que je faisais en train, je crois. J'arrive à Oradour-sur-Ver, je suis descendu du train et je connaissais tout ce qui se passait à Oradour-sur-Ver. Je connaissais les lieux, l'endroit. J'étais absolument paniqué.
Autant dans mon NDE, j'ai jamais rien eu, mais je n'osais plus avancer. Et je me disais que, tu vois, la rue est là, et quand je vais me pencher, je vais voir le clocher. Je me penchais et le clocher était là. Si vous voulez, hein, c'était vraiment... une redécouverte... oui, d'un endroit où j'étais déjà allé. Et à 13 ans, Oui, surtout si c'était la première fois que vous preniez le train, en plus. Ouais, et en plus de ça, oui, la première fois que je suis plus évolué maintenant, ça même de prendre l'avion. Donc pour vous, à travers les témoignages que vous avez recueillis, à travers le témoignage de Marthe, où elle découvre, selon son témoignage, ses vies successives, ses vies précédentes plutôt, ses vies précédentes, pour vous, la réincarnation, votre conviction est que la réincarnation, pour vous, est évidente. C'est une évidence. Et pour finir l'histoire de Marthe, que je n'ai fait qu'ébaucher, parce que ça, on avait prévu de l'appeler. Malheureusement, je te souhaite, Marthe, une bonne santé. Lorsqu'elle a eu cette révolte à partir de l'histoire d'Hitler, qui allait rentrer dans la lumière, lui aussi, l'être de lumière lui a dit, mais toi, est-ce que tu t'imagines que tu as été ce que tu crois être? Et on lui a fait découvrir ses 6 ou 7 vies antérieures. Si vous lisez le livre, vous verrez que le livre, c'était loin d'être brillant. Voilà, etc. Mais ça a bien changé, Marthe, depuis. Hein, je t'assure, ne te fais aucun souci. Non, mais voilà, c'est tout. Chacun a vécu de nombreuses fois. J'ai un monsieur dont je parle également dans ce livre, qui est monsieur... Je m'excuse, je voulais ne pas dire son nom et il m'a échappé, qui a 95 ans, ou 96 ans, parce que depuis qu'on le connaît, l'âge tourne aussi, qui lui est en contact permanent avec l'au-delà, c'est un médium exceptionnel, et qui se souvient, et qui peut raconter plusieurs de ses vies qu'il a passées. Parlez-nous du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui signe la préface de votre livre, avec qui vous faites des conférences. D'ailleurs, j'ai pas mal de listes de signatures et de conférences que je donnerai tout à l'heure. La plus proche, juste pour le dire, je le redirai tout à l'heure, c'est le 10 février, donc c'est bientôt, à Saint-Gaudens, à la librairie Victor Hugo. Voilà, pour signer votre livre, donc tout commence après, et il y aura 2 autres signatures à Pibrac. C'est normal, vous êtes pibraqué à côté de Toulouse, donc c'est normal que vous y alliez. Et puis le 27 février, c'est à Toulouse, on en parlera tout à l'heure. Jean-Jacques Charbonnier. Alors Jean-Jacques Charbonnier, c'est le hasard qui nous a fait nous rencontrer, c'est pas vrai. On devait se rencontrer. Et alors c'est amusant parce que il y a maintenant plusieurs mois, mais enfin, il y a quelques mois, je ne le connaissais pas. Il y a 2 ans, ma femme me fait un signe en disant qu'il y a 2 ans qu'on le connaissait. Donc, il y a 24 mois que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Jacques. Et alors, une chose s'est passée lors de notre première rencontre. Je n'ai jamais serré la main de Jean-Jacques Charbonnier. Non. Chaque fois qu'on s'est vu, on s'est toujours embrassé. C'est mon frère comme je suis le sien. Nous nous complétons lors de nos conférences d'une manière fabuleuse. Lui, c'est le technicien, le scientifique, qui peut parler de coma, du coma dépassé, de genre de choses comme ça. Il a un doctorat en médecine et en plus il est anesthésiste réanimateur, donc c'est vrai que... Et puis on est proche en tout. On est proche en tout. Si vous voulez, on se complète d'une manière fabuleuse. Et je pense que nos conférences ensemble sont vraiment extrêmement vivantes, extrêmement vivantes. Et puis ça s'est fait comme ça. C'est mon frère, et on a l'habitude de dire que nous sommes les frères des étoiles. Voilà. La prochaine conférence avec Jean-Jacques Charbonnier, donc vous serez tous les deux, ce sera le 27 février à Toulouse, 7 rue Chabanon, organisée par l'Association des femmes brisées, à 20h30. Voilà. Je donne le numéro de téléphone d'ailleurs, je le redonnerai tout à l'heure, 05 61 73 38 64 pour vous renseigner. Inutile d'appeler maintenant, il est 23h35, ça risque de faire un petit peu bizarre, mais en tout cas, ces références seront sur le site internet psyland.org où vous allez pouvoir télécharger l'émission et la réécouter. Psyland, PSILAND.org, donc .org. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir Louis Bénédy, bonsoir Jean. Salut mon beau. Claudie aussi, parce que je crois qu'elle est dans le studio. Oui, et Claudie aussi. Elle est juste à côté de nous, exactement. Une grosse bise.
Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes l'auteur de plusieurs livres parus aux éditions CLC, dont le dernier s'intitule L'après-vie existe. Je rappelle, vous êtes docteur en médecine, vous êtes anesthésiste réanimateur. Est-ce que vous ne regrettez pas, maintenant vous allez peut-être dire que si, vous l'avez vécu, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir vécu une expérience de mort imminente? Voilà une question qu'elle est bonne. Oui, ça voudrait dire que je suis passé à côté de la mort. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas peur. La mort, quand on entend Jean Morzel, son récit, etc., on se dit que c'est merveilleux, etc. Mais on se dit surtout que oui, la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. Et dans son livre Tout commence après, je crois que Jean Morzel exprime ça très 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 bien. Et ce livre est une véritable bouffée d'oxygène dans un monde de brut, je dirais. Il devrait être à la limite remboursé par la sécurité sociale. C'est un tout livre qui dit ça. Non mais c'est vrai. Il fait du bien, quoi. On sort de cette lecture, on est rassénéré, on est mieux, on se dit, ben c'est formidable, quoi. On vit dans un monde et puis on va le quitter. Et puis après, il y aura un après. Donc c'est ça qui est merveilleux. Alors dans ces NDE, il se passe quelque chose de fort. On sent bien, Jean Morzel, il l'a très très bien exprimé dans son livre. La première partie décrit ce NDE et d'autres expériences de personnes, d'autres témoins qui ont vécu ça. Mais la deuxième partie se tourne donc vers l'après-NDE, comment on est après. Oui. Alors moi je sais pas comment était Jean Morzel avant, mais je peux vous dire que, enlève-toi les écouteurs Jean Morzel, c'est un être délicieux après sa NDE. C'est devenu quelqu'un de véritablement chaleureux. Enfin, vous le voyez à l'antenne comment il se comporte. Il est exactement comme ça. C'est son état naturel. Il a aussi, on peut le dire, développé un certain nombre de capacités, je dirais moi, paranormales, parce que il a, par exemple, pour vous citer un petit exemple, on était en conférence en Normandie ensemble et ma femme souffrait d'un torticolis. Il y a placé sa main sur le cou et en l'espace de quelques minutes, le torticolis avait disparu. Avec son épouse Claudie, il fait la même chose. Elle a quelquefois des douleurs dans le ventre, hop, et puis ça disparaît. Donc il a eu la modestie de... Oui, oui. Ah, c'est pratique. Mais c'est pas remboursé pour la sécurité sociale non plus. Oui, mais c'est gratuit en même temps, non? Mais c'est gratuit. Oui, j'ai écouté le début de l'émission où vous parliez des capacités des expérienceurs et des modifications de Jean Morzel. Il n'a pas osé par modestie vous parler de celle-là, mais je peux vous assurer qu'il a cette capacité de magnétiseur ou de radiesthésiste, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Et on le voit ça. Il y a des expérienceurs comme par exemple cette jeune médium qui s'appelle Florence Hubert. Elle a vécu une expérience au cours d'une noyade, elle a vécu une NDE, et elle est devenue maintenant médium professionnelle. Elle a développé des capacités paranormales. Alors je sais bien que quand on est médecin, ça fait un petit peu bizarre de parler de paranormal, mais je crois que le défaut que nous avons, nous médecins, et puis bon, après chacun dans sa spécialité, c'est, si vous voulez, d'éclairer avec une espèce de petit faisceau laser très puissant une vaguelette d'un océan dont on n'a même pas l'idée de son étendue. Et ça, on le retrouve à peu près partout, que ce soit dans le spirituel, dans les religions, dans les philosophies, dans la médecine, dans les mathématiques, la physique, la chimie. Je crois que on n'a pas un éclairage global de tout ça, et chacun reste cantonné un petit peu dans son jardin et n'ose pas trop regarder du côté de la paranormalité ou de la philosophie ou de la religion. Mais je crois qu'il faut faire un lien enfin entre toutes ces disciplines pour permettre donc d'éclairer le plus largement possible toute la connaissance en matière d'expérience de mort imminente. C'est-à-dire une espèce de transversalité, quoi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, parce que vous avez des choses qu'on ne pourra jamais, nous les scientifiques, expliquer avec des courbes, des équations compliquées, comme Jean Morzel l'a exprimé il y a un instant, l'amour, comment exprimer la lumière, l'omniscience, comment exprimer tout ça avec des termes scientifiques, totalement impossibles. Et c'est pour cela qu'il faut avoir une vision globale, il faut qu'il y ait un lien au milieu de toutes ces tendances, au milieu de toutes ces cultures.
Nous, je pense qu'on est véritablement à la traîne. Lorsqu'on parle de sortie de corps, etc., ça fait rigoler les gens qui ont étudié toutes les cultures chamaniques, etc., parce qu'il y a longtemps qu'on en parle. Et nous, on arrive à peine maintenant, avec nos petits moyens, comme l'a exprimé Jocelyn Morisson il y a un instant, à prouver les bienfaits de l'acupuncture en prouvant qu'il y ait une influence sur le cerveau, etc., en faisant des IRM, etc. Oui. Une influence quantifiable et visible. Voilà, mais il faut ça. Il faut matérialiser les choses immatérielles. Et tant qu'on n'aura pas fait ça au niveau scientifique, les choses n'existeront pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd un temps fou. On perd un temps fou à essayer d'expliquer avec des théories alambiquées des choses simples. Mais des choses simples, il faut les avoir perçues au fond du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas matérialisable. Et c'est là, je crois, toute la difficulté de cette réception de tous ces témoignages, parce qu'on va essayer de les classer, etc. Tant de pourcentage de mecs qui ont vécu ça, mais je crois que c'est pas ça véritablement la solution. Enfin, il me semble que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui doit être appréhendé d'une manière plus globale et plus intelligente finalement. En tout cas, Jean-Jacques Charbonnier, la conférence que vous allez animer, une des conférences, parce qu'il y en aura d'autres, j'imagine, c'est donc le 27 février à Toulouse, organisée par l'Association des femmes brisées, 7 rue Chabanon à 20h30. Un mot sur votre livre, L'après-vie existe, parce que vous, finalement, vous êtes, j'allais dire, enfin, je vais employer peut-être un terme un peu trivial, mais vous êtes aux premières loges pour recueillir des témoignages. Oui, c'est vrai que vous savez, tout a commencé pour moi de façon. Enfin, j'ai pas vécu de NDE, oui. Mais je dirais que j'ai vécu au contact de personnes qui avaient vécu des NDE et des EMI, etc. Et je dirais un petit peu comme dit Maurice Rowling dans son nouveau livre qui vient de sortir. C'est un cardiologue américain qui vient de sortir un nouveau livre sur les expériences de mort imminente. Et il dit, lui, Raymond Moody, c'est vrai qu'il a été le déclencheur de toute cette culture sur les expériences de mort imminente, mais Raymond Moody, c'est un philosophe qui est devenu ensuite médecin et ensuite psychiatre. Donc c'est quelqu'un qui quand même restait à distance de tous ces phénomènes-là. Il a recueilli des témoignages, mais après, plusieurs jours après. Tandis que Maurice Rowling, qui est un réanimateur cardiologue, a vécu au milieu, je dirais, de gens réanimés. Et je crois que quand on est réanimateur, on a un poste, je dirais pas privilégié, mais si quand même, quelque part, parce qu'on est véritablement au contact des gens qui passent de l'autre côté. Et moi, je crois que cette communion d'esprit que j'ai avec Jean Morzel et les expérienceurs, ça vient du fait que j'ai ressenti des choses, et la première chose que j'ai ressentie, c'était une expérience de SAMU. Je vais très très rapidement vous expliquer. Une expérience de SAMU, c'est la première fois que j'ai eu la sensation au plus profond de moi-même que nous étions habités par une entité qui quittait le corps, notre véhicule terrestre, notre enveloppe corporelle, au moment de la mort. Je vous raconte très très rapidement. J'arrive donc sur un accident très grave. C'était ma première sortie SAMU, seul médecin. Donc sur une sortie SAMU, ça se passait à Toulouse. Et peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui vont reconnaître les circonstances. C'était il y a longtemps, il y a plus de 20 ans maintenant, je suis plus tout jeune. Et donc j'arrive au niveau de cet accident et puis je vois, c'était deux cadavres qui étaient recouverts d'un drap blanc et on ne voyait même pas le véhicule. Bon. Donc très grave, des gyrophares partout, etc. Et on m'amène avec un pompier à l'intérieur d'un véhicule qui était méconnaissable, c'était un amas de tôles, et on découpait les tôles pour pouvoir dégager un passage, pour pouvoir passer, et je passe donc à travers le pare-brise cassé, bien sûr, du véhicule, et je suis face à un blessé de 20 ans. Que je ne suis pas arrivé à perfuser, mon inexpérience, mon jeune âge, mon émotion, etc., tout ce que vous voulez, à ce moment-là, m'a empêché de faire peut-être un geste qui aurait pu le sauver, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Et j'ai vu la vie partir de ce corps de 20 ans, à peu près. J'ai vu les yeux se dilater, la pupille devenir de plus en plus noire et de plus en plus grosse, une étincelle de vie éloigné de ce corps, et j'ai senti, de façon très perceptible et très nette, quelque chose qui
m'a frôlé le visage, du côté droit du visage, et qui est parti vers le haut. Et là, c'est assez indicible aussi. Si je raconte ça, je passe peut-être pour un farfelu auprès de mes confrères, mais je sais qu'il y en a qui ont vécu ça en milieu de réanimation. J'ai eu la perception d'une entité qui quittait le corps au moment de la mort. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Et j'ai eu, un petit peu comme les expérienceurs, j'ai eu la sensation, le sentiment, le contact de cette entité qui quittait le corps, que la vie n'était autre qu'une entité, donc, qui nous constitue au plus profond de nous, et qui nous quitte au moment de notre mort. On quitte notre enveloppe corporelle, et je suis tout à fait d'accord avec Jean Morzel lorsqu'il dit les cimetières sont vides, les corps sont des enveloppes qui nous entourent pendant notre temps terrestre, et après, je ne sais pas ce qui se passe, mais après, on va dans une autre dimension, voilà. Et moi, cette perception-là, je crois que quand on n'est pas médecin réanimateur, quand on n'a pas vécu au contact de ces vies qui partaient de ces corps, et on peut difficilement l'appréhender. C'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu comme les expérienceurs, j'ai moi aussi cette certitude que nous habitons pendant un temps X sur Terre, une enveloppe corporelle que l'on quitte ensuite pour rejoindre une autre dimension. Merci en tout cas pour ce précieux témoignage et cette pierre que vous venez ajouter à l'édifice, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur et puis que vous êtes l'auteur également de ce livre très intéressant, L'après-vie existe, aux éditions CLC. Bonne soirée et à bientôt sur Sud Radio. Merci de votre accueil, à bientôt. Au revoir. Merci Jean-Jacques. Au revoir Jean. Nous continuons à discuter avec Jean Morzel, qui est mon invité jusqu'à minuit. Vous avez encore quelques instants pour nous faire parvenir vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion avec Jean Morzel, auteur de ce livre qui s'intitule Tout commence après, aux éditions CLC. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean Morzel, l'auteur d'un livre tout à fait intéressant qui s'intitule Tout commence après, aux éditions CLC, est mon invité. Jean Morzel qui a vécu une expérience de mort imminente. Je vous donnerai tout à l'heure la date de la prochaine signature, les prochaines signatures de son livre. Vous allez pouvoir le rencontrer, par exemple à Saint-Gaudens, bientôt à Pibrac, dès que je saurai la date, je vous le dirai, ou également pour une conférence à Toulouse. Alors, Jean, j'aimerais que vous nous disiez, puisque il faut qu'on parle quand même de la transformation que cela suppose, que ça occasionne de vivre une NDE, ça déclenche parfois l'obtention, ça déclenche des capacités paranormales chez certains. Par exemple, pour reprendre le témoignage de Marthe, qui a posé ces questions à cette entité, à cet être de lumière qu'elle a rencontré lors de sa NDE, elle a acquis des capacités qu'elle n'avait absolument pas avant. Absolument. Des capacités de voyance, de perception, de perception, pour rester large. Disons que ce que fait Marthe à l'heure actuelle, c'est que, comment dirais-je, elle est en communication avec l'au-delà. Elle ne fait pas du tout payer ses interventions du tout. Elle ne prévoit pas l'avenir. Ce n'est pas une voyante qui va dire ce qui va se passer demain ou après-demain. Non, elle est en relation avec l'au-delà. Et quand on lui pose des questions, si vous voulez, elle arrive à répondre d'une manière assez exceptionnelle, comme le fait, quand je lui ai demandé, je ne me rappelle plus la question posée, elle était chez moi et je lui ai demandé, je ne me rappelle plus quoi. Toujours est-il qu'elle s'est concentrée sur la table ronde que nous avons dans notre salle à manger. C'est pas une table, c'est pas un trépied, hein. Et elle a pris un crayon dans sa main, une feuille de papier blanche, et puis elle s'est mise comment dirais-je? Elle s'est concentrée, et brusquement, je l'ai vu de mes yeux, le crayon est parti. Mon épouse était là avec moi, le crayon est parti, elle l'a rattrapé.
Elle a rattrapé le et elle s'est mise à écrire des choses. Ce qu'on appelle l'écriture automatique. L'écriture automatique, absolument. Mais alors la chose qui était curieuse, c'est que elle ne savait pas ce qu'elle écrivait, parce que après coup, elle a lu ce qu'elle avait écrit. Et pendant qu'elle écrivait, justement, il y avait une bougie là sur la table. Ah oui, elle allume une bougie, j'ai oublié de vous le dire, ça avant qu'elle de se concentrer. Et pendant ce temps-là, la bougie a doublé de volume. La flamme de la bougie a doublé de volume. Ouf, la flamme a grandi et à ce moment-là, l'écriture est partie. Ouais. Il y a une relation entre le fait que le volume de la lumière de la bougie est augmenté et le démarrage donc du phénomène. Quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je n'y connais. Je l'ai vu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Tout à fait. Je témoigne de ça parce que ça, je l'ai vu de mes yeux. Et puis c'est comme ça. Il y a quand même beaucoup de choses paranormales autour de nous. Et avec Jocelyn Morisson, justement, on a essayé de collationner les histoires qui nous sont arrivées à nous, à lui, à notre famille, à des amis proches. D'ailleurs, Jocelyn Morisson, il n'en a pas parlé, mais il a eu des photos, notamment de sa fille, avec des choses un peu particulières. Voilà. Mais est-ce que vous avez senti, est-ce que on peut, comment dirais-je, faire une généralité parmi tous ceux et celles que vous avez rencontrés qui ont vécu comme vous une expérience de mort imminente? Est-ce que ça leur a alors soit fait tomber des barrières, soit déclenché des capacités paranormales particulières? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, la seule chose que je sache, c'est que maintenant, j'aide à soulager avec mes mains, chose que j'ignorais complètement il y a quelques années, que j'avais cette possibilité-là. Mais c'est tout. Je ne parle que de ce que je connais, et Dieu sait que je connais peu de choses. La seule chose que je sache, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, et je me battrai bec et ongles sortis, c'est de faire passer un message. Ce message, c'est que, et Dieu sait qu'il est important, que la mort n'est pas une fin. Ça, c'est pour ça que je me bats tout le temps. Enfin, me battre, c'est une image, parce que je n'ai pas... Non, mais c'est votre boulot. Mais c'est mon job. Ça, tout à fait, c'est mon job. Ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que dans la mesure où je peux, rassurer des personnes, même à cette antenne, s'il y a des personnes qui doutent, qui craignent, moi aussi je crains la mort, mais ne pas s'affoler, la mort elle viendra le jour où elle doit venir, parce que je pense que quoi qu'on fasse, nous sommes nés tel jour et nous mourrons tel jour, quoi que nous fassions, nous mourrons tel jour, ça c'est clair. C'est la seule file d'attente où on veut bien laisser passer les autres devant. Soit, mais vous êtes catalogué, vous pouvez pas y échapper. Un SMS avec une réponse courte, s'il vous plaît, Jean, qui vient d'arriver, parce que je trouve la question pertinente, évidemment. Pourquoi réintégrer son corps, c'est Serge qui nous pose cette question, pourquoi réintégrer son corps est si douloureux quand on a connu l'au-delà? C'est-à-dire que quand j'ai réintégré... Est-ce que c'est réellement douloureux d'abord? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. La réintégration de mon corps a été quelque chose de tout à fait ordinaire, simple, sans aucune... j'étais plein de tristesse de réintégrer ce corps, c'est évident. Mais ça ne m'a pas fait souffrir le moins du monde. J'ai souffert parce que je suis redevenu un humain normal. Et comme je venais de subir une opération, à ce moment-là, j'ai souffert. Mais la souffrance est venue de l'état de mon corps, si vous voulez, mais pas du fait que j'ai réintégré ce corps. Oui, comme quand on enfile un gant, quand une main... Je ne peux pas l'expliquer mieux que lorsque une main rentre dans un gant. C'est bizarre comme ça. Et je me rappelle, maintenant que je vous parle en ce moment, parce que je vis l'expérience en même temps que je vous la raconte. Je la vis, je pensais exactement à ce que mon esprit réintégrait, les doigts de pied, etc., les mains. Ah oui, jusqu'aux extrémités, vraiment comme... Tout à fait. Je réintègre en totalité et il est devenu mon corps uniquement à ce moment-là, pas avant. Avant, c'était autre chose. C'était autre chose. Ouais, ouais. Jean Morzel, merci en tout cas de nous avoir accompagnés durant ces 2 heures. Alors, avant de vous quitter, évidemment, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites en m'invitant, car
vous m'aidez dans mon job, puisqu'il y a des quantités de gens qui vont écouter ce que j'ai pu dire, et je vous assure que tout ce que j'ai dit est vrai, n'est pas exagéré, et qu'il faut pas craindre la mort. Il faut pas en avoir peur. On est obligé d'y passer, mais le bonheur nous attend de l'autre côté. Le message est sympa. Merci beaucoup, Jean Morzel. Je rappelle que vous venez de publier un livre que je recommande à ceux et celles qui nous écoutent, évidemment, qui s'intitule « Tout commence après ». Le sous-titre, c'est « Mes rencontres avec l'au-delà ». C'est aux éditions CLC, avec une préface de Jean-Jacques Charbonnier et puis l'intervention de Jocelyn Morisson, tous deux qui sont intervenus, évidemment, dans cette émission. Avant de se quitter, les lieux où l'on va pouvoir vous croiser, justement, pour des signatures de ce livre. Alors, par ordre chronologique, le 10 février, ce sera à Saint-Gaudens, à la librairie Victor Hugo. Ensuite, la signature suivante, ce sera à City Press, la maison de la presse de Pibrac, où vous habitez d'ailleurs. Oui. Ce sera le 17 février, de 9h30 à 12h30. Et un peu plus loin, le 27 février, une conférence, cette fois-ci, suivie d'une signature, j'imagine. Conférence avec donc Jean-Jacques Charbonnier à vos côtés. C'est organisé par l'association des femmes brisées. Ce sera 7 rue Chabanon à 20h30 à Toulouse, avec le numéro de téléphone suivant 05 61 73 38 64. Ce sera sur le site internet, bien entendu. Jean Morzel, merci pour tout encore et à très bientôt. Monsieur Benedi, merci de m'avoir aidé dans le job que j'ai à faire. Bonne fin de soirée. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Bonne fin de soirée ou bon début de nuit, comme vous le préférez, puisque dans 30 secondes, il sera exactement minuit. Le temps pour moi de vous rappeler le sujet des aventuriers de l'étrange. Demain, ce sera les superstitions. Si vous êtes superstitieux, superstitieuse, votre témoignage nous intéresse. J'aurai le plaisir de recevoir un spécialiste dans le domaine, Pierre Canavaggio, qui a écrit le guide des superstitions, un bouquin vraiment intéressant. Ce sera donc demain 22h minuit. Si vous voulez réécouter cette émission ou d'autres émissions, je vous invite à vous connecter sur le site psiland.org, psiland.org, psiland.org. Et là, vous allez pouvoir écouter ou télécharger toutes les émissions, dont celle-ci, des aventuriers de l'étrange, à partir du mois d'avril. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'aide invariablement à la construire. Rendez-vous donc demain 22h minuit pour parler de superstition. Bonne nuit.